Bien, bonjour tout le monde, vous êtes là? Bonjour. Oui, madame. Oui, madame. Très bien, merci. Merci. Alors, je suis ravie de pouvoir reprendre un peu mes enseignements. On s'était arrêté la dernière fois au niveau, on avait présenté quelque peu, comme j'ai vérifié qu'il n'y avait pas les enregistrements. Alors, je vais reprendre ce qu'on avait dit à propos de cette notion de société d'une façon générale. J'avais dit un petit peu que, en nous établissant entrepreneurs, nous avons le choix du choix de la structure de l'entreprise. C'est-à-dire, je peux décider de m'établir dans le cadre d'une entreprise individuelle. D'accord? Comme je peux décider de m'établir en créant un partenariat à travers une société. La société, d'accord, elle est définie à l'article 982 du Code civil marocain qu'on appelle le DOC. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet article 982? Il dit la société est un contrat. On est d'accord, un contrat, ça veut dire un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes. Ça, c'est la définition classique de l'article 982. Donc, une société, selon la conception ou l'acception de cet article, une société ne peut être qu'un contrat. C'est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou les deux à la fois. Pourquoi? En vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Ça, c'est la définition de l'article 982. En partant de cette définition, on va constater que cette définition porte en elle, d'accord, les éléments qui font nécessaire pour créer ou pour donner naissance à une société. Donc déjà, ça suppose un accord de volonté. C'est le premier élément, c'est-à-dire personne ne peut m'y obliger. Je dois y aller de façon volontaire et délibérée. Très bien. Donc il y a un accord de volonté. Il y a impérativement la mise en commun d'apports, pas de statut d'associé. Il y a la réalisation de profit, pas que, d'accord, et partage de bénéfices, d'accord. Cette notion de partage de bénéfices, on va voir, c'est ce partage qui va faire la différence entre ce qu'on appelle les sociétés, qui sont des personnes morales à but lucratif, et les associations, qui sont des personnes morales à but non lucratif. Sachant que société comme association, elle dégage des bénéfices, sauf que les sociétés, la loi les oblige à partager les bénéfices, d'accord. Et dans les associations, les bénéfices recueillis sont un petit peu réinvestis. Très bien. Alors ça, c'est un petit peu le deuxième élément qu'il faut, d'accord, ou le troisième élément. Donc ça suppose un accord de volonté, ça suppose impérativement des apports et ça suppose quoi? Des bénéfices qu'il va falloir partager. Mais la loi est un peu plus loin, elle dit qui pourra en résulter. Ça veut dire ça laisse l'éventualité de l'absence de bénéfices. Quand il n'y a pas de bénéfices et s'il y a des pertes, ces pertes devraient être supportées par l'ensemble des associés, Très bien. Il y a un quatrième élément qui n'apparaît pas mais qui est sous-entendu, c'est ce qui fait un peu distinguer la société de pas mal d'autres contrats, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté que j'ai d'adhérer à la société, la volonté que j'ai en tant qu'associé d'accepter les gains, mais aussi les pertes subies par la société, la volonté que j'ai en tant que minoritaire d'accepter et d'appliquer les dispositions ou les mesures prises par l'Assemblée générale dans le cadre d'une majorité. Ça, c'est un petit peu cet aspect, ce qu'on appelle l'affectio societatis. Très bien. Alors, il y aura une partie à chacun de ces éléments. Très bien. Mais comme vous le savez, une société, ce n'est pas un contrat instantané. Une société, elle s'inscrit dans le long terme, le très long terme. On a déjà dit, d'accord, généralement, une société, elle est établie pour une durée de 99 ans renouvelable. Donc ici, ça dépasse et de loin la durée de vie d'une personne humaine. C'est pour cela qu'on a besoin de sceller un partenariat par écrit. Donc ici, au-delà un peu de ces formalités ou de ces conditions de fond, d'accord, la loi ou le législateur a exigé un certain nombre de formalités parce que le contrat de société, c'est un contrat formaliste, c'est un contrat solennel, c'est-à-dire la loi a exigé un certain nombre de formalités, notamment elle a exigé l'établissement des statuts et leur publication, notamment elle a exigé l'inscription au registre de commerce. Alors, tout ceci, ce sont autant de formalités que les partenaires en phase de créer une société devraient réunir et satisfaire, sinon la société risquerait déjà de ne pas avoir la personnalité juridique ou elle risquerait d'être frappée de nullité. Très bien.
Alors, d'accord, on va commencer, d'accord, par traiter des conditions de fond, c'est-à-dire les conditions qui sont prévues aux dispositions de l'article 982. Après, nous traiterons des dispositions, un peu des conditions de forme, très bien. Alors, les conditions de fond, d'accord, la loi dit, d'accord, une société, c'est un accord de volonté. Une société, c'est un accord de volonté. Alors, si on devait nous en tenir aux dispositions de l'article 982, une société est un contrat, mais je vais ajouter est un contrat, mais pas que. Ce n'est pas toujours un contrat parce qu'il arrive qu'une société soit constituée par un seul associé. D'ailleurs, il y a actuellement un projet de réforme qui porte sur les sociétés anonymes par lequel, d'accord, le législateur projette de créer des sociétés anonymes simplifiées d'associés uniques. C'est-à-dire ici, l'accord ou le partenariat ne comporterait qu'une seule personne, un seul membre, qui est ce membre, cette partie, d'accord, aura l'attitude de créer une société. Alors ici, la source ou le fondement juridique dans la société à responsabilité limitée d'associés uniques et la SAS d'associés uniques, d'accord, dans le futur, dans le devenir, d'accord, ça va pas être un contrat parce qu'on ne peut pas contracter avec soi-même, ça va être un acte juridique unilatéral. Mais, mis à part ces deux exceptions, la première exception, elle est déjà actée, c'est la société à responsabilité limitée d'associés uniques, d'accord, qu'on connaît, qui est déjà pratiquée, qui est déjà utilisée, la SARLO qu'on appelle communément. Il y a le projet, d'accord, dans la perspective de créer une SASU, une société anonyme simplifiée d'associés uniques. Ça, c'est un peu la perspective de voir une nouvelle forme, si vous voulez, de société ne comportant qu'un seul mot. Le fondement juridique ne serait pas un contrat, parce qu'on ne peut pas contracter avec soi-même, mais le fondement juridique serait un acte juridique unilatéral, c'est-à-dire la manifestation de volonté par laquelle une seule personne décide de s'obliger et elle est engagée d'assumer l'engagement qu'elle a pris. Très bien. Alors, mis à part ces exceptions, une société, c'est un contrat. Et comme tous les contrats, le contrat de société doit satisfaire les conditions de droit commun. On vous a certainement dit que pour créer un contrat, il va falloir réunir 4 éléments, 4 piliers sur lesquels on va baser un contrat. Le premier pilier, c'est quoi? C'est un accord, c'est le consentement. On ne peut pas le consentement, d'ailleurs la loi le dit, d'accord, elle définit comme ça de but en blanc, la loi dit, c'est l'accord de volonté. C'est-à-dire, ça suppose qu'il y a un consentement, c'est-à-dire il y a eu une offre, d'accord, de créer une société, de créer un partenariat autour d'un projet commun, et ce projet commun m'a intéressé et j'y ai adhéré, j'ai accepté, d'accord, donc j'ai donné mon consentement. Ici, la loi dit le consentement, c'est-à-dire les personnes, d'accord, le consentement doit être libre et éclairé, ne doit comporter ni vice du consentement, ni erreur, ni dol, d'accord, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on m'induise en erreur. S'il s'agit d'une société à risque limité, d'accord, je dois savoir à quoi m'en tenir. S'il s'agit d'une société à risque illimité, à responsabilité limitée ou à risque limité, mes intérêts ou mon patrimoine personnel, il est préservé. Et dans les sociétés à risque illimité, mon patrimoine personnel n'est pas préservé, dans la mesure où si la société tombe en cessation de paiement, les créanciers de la société, s'ils ne trouvent rien à saisir dans le patrimoine de la société, peuvent saisir le patrimoine des associés, peuvent saisir le patrimoine des membres de la société. Et moi, je ne veux pas courir cette aventure, d'accord? Je ne veux pas courir cette aventure, d'accord? Donc, s'il faut, d'accord, assumer une responsabilité illimitée, autant que je sois informé. Maintenant, si on m'induise en erreur, je peux demander au juge, d'accord, d'annuler mon partenariat et le juge va procéder à l'annulité juste de mon apport et la société va pouvoir continuer avec les autres parce que ce n'est pas n'importe quel contrat, d'accord? Il y a d'autres partenariat, peut-être la société fonctionne, il y a des gens qui travaillent, etc. Et aussi, c'est un partenaire économique important pour l'économie d'un pays. Très bien. Donc ici, il y a ce consentement qui doit être là, qui doit être acté, d'accord? Mieux que cela, on va voir quand on va traiter des statuts, d'accord? C'est pas uniquement l'accord, il faut signer les statuts, d'accord? Au moment de leur formation, les personnes présentes devraient signer les statuts, doivent être signés de tous les associés du moment, très bien.
À côté du consentement, toujours dans le cadre de la formation d'un contrat, comme tout contrat, d'accord, le contrat de société exige la capacité, c'est-à-dire vous devriez être majeur et sain d'esprit. Nous savons tous que la majorité en droit marocain s'acquiert à quel âge? À 18 ans grégorien révolu, d'accord, 18 ans grégorien révolu, et que à côté de cela, même si vous avez cet âge et que la personne est le Saint-Esprit, elle n'est pas au fait de ses capacités, donc elle ne peut pas traiter elle-même directement, elle devra se faire représenter, sauf que ici, comme il s'agit d'une société, ça dépend du type de société, vous savez, par exemple, dans une société à responsabilité limitée, la question que je vous pose, est-ce qu'un mineur peut être membre dans une société à responsabilité limitée? Oui, il n'y a aucun problème, il peut être membre à condition. D'accord, au moment de la formation de la société, il faut qu'il soit représenté par son tuteur, ça peut être son père, son représentant légal d'une façon générale. Alors, oui monsieur, je répète quoi? Je répète un mineur. Un mineur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas 18 ans, est-ce qu'il peut être associé dans une société à responsabilité limitée ou est-ce qu'il peut ou même associé dans une société anonyme? Il n'y a aucune interdiction. Dans une société anonyme, il peut être associé dans une société à responsabilité limitée, sauf qu'au moment où il adhère, d'accord, c'est-à-dire il doit tout simplement être représenté par son tuteur, pas être représenté par son tuteur. Maintenant, l'autre question que je vous pose, est-ce qu'il peut, un mineur, un jeune enfant, est-ce qu'il peut être membre dans une société en non collectif, sachant que les sociétés en non collectif, ce sont des sociétés à risque illimité, c'est-à-dire à risque illimité, et donc pour lesquelles on exige le statut de commerçant. Très bien, monsieur. Très bien. Donc ici, il ne peut pas, d'accord, être membre d'une société à risque illimité, genre une société en non collectif, dans la mesure où, d'accord, on exige le statut de commerçant. Or, un mineur ne peut pas avoir le statut de commerçant à moins qu'il n'ait été émancipé. Et ce n'est pas la question. Très bien. On est d'accord? Maintenant, ça, c'est la capacité. Maintenant, il y a des sociétés, par exemple, une société peut être civile ou elle peut être commerciale. La société civile, d'accord, la société civile est régie par les dispositions du Code civil. Les sociétés commerciales ont chacune leur propre texte de loi. Il y a un texte de loi spécial SARL, un texte de loi spécial société anonyme, un autre des dispositions particulières pour les SAS, d'accord. Donc, chaque type de société a ses propres dispositions. La société civile, elle, n'a pas un texte spécial, elle est juste soumise aux dispositions du Code civil, d'accord, ce qu'a prévu la loi pour les sociétés sur le DOC, et aussi elle est régie par les dispositions des statuts. Alors la société civile, la question que je vous pose, la société civile, une société civile qui a le statut de civil, c'est une société, hein, mais elle a le statut de civil, elle n'est pas commerciale. Une société civile, est-ce qu'elle peut être associée dans une société à risque illimité pour lesquelles on exige le statut de commerçant? Non, elle ne peut pas parce que la loi exige le statut de commerçant. Ici, ce sont des sociétés civiles. Généralement, on les voit sont pas très utilisées, d'accord, en matière de professionnelle. En France, elles sont plus structurées, elles sont plus nombreuses, d'accord. On les voyait en matière immobilière, mais il y avait beaucoup de débordements, on les a plus encadrés, d'accord. Donc ici, une société civile, d'accord, elle ne peut pas être membre dans une société à risque illimité, car pour ces sociétés, la loi exige le statut de commerçant. Or, la société civile, elle, n'a pas le statut de commerçant. Très bien. Alors ça, c'est le consentement capacité. Après, il y a ce qu'on appelle l'objet. L'objet, c'est quoi? L'objet social, c'est différent. L'objet, c'est le type d'activité qu'entend réaliser la société sur le long terme, le très long terme. N'oublions pas toujours que la durée de vie d'une société, c'est de combien? 99 ans renouvelable. Alors l'objet social, c'est un peu le programme qu'entend réaliser la société, dans le long terme, le très long terme, d'accord? Ça, c'est un peu, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait un programme, un objet social et aussi les sociétés, en tant que personnes morales, elles ont une capacité spéciale dans la mesure où une société ne
n'importe quelle activité. Une société ne peut faire que les activités qui sont prévues dans l'objet social. D'accord? Parce que c'est ça, d'accord? C'est une personnalité, elle dispose d'une capacité spéciale dans la mesure où elle ne peut, d'accord? Elle ne peut agir, elle ne peut faire d'activité que dans le champ qu'elle s'est proposé dans son objet social. Donc ici, on entend bien que l'objet social, c'est quelque chose de très important. C'est une mesure très importante parce qu'elle engage la société non pas à vue, mais sur le long terme, le très long terme, 99 ans. C'est pour cela qu'au moment d'établir l'objet social, cet objet social doit être bien pensé, bien réfléchi, il doit être établi de façon souple, de manière à permettre à la société de s'adapter avec la conjoncture et l'exigence de la société du moment, parce que les choses évoluent à une cadence qu'on ne peut pas savoir, d'accord, les choses s'accélèrent depuis un peu l'arrivée du numérique et, d'accord, et des voies de communication, d'accord. Donc ici, c'est pour cela que l'objet social, c'est quelque chose qui doit être pensé et réfléchi et surtout établi de façon maniable, de façon souple et laisser toujours une ouverture. C'est-à-dire, il y a toujours, par exemple, import et export et toutes les activités se rapprochant de loin ou de près à l'activité principale. Et bien, vas-y savoir ce qui se rapproche de loin ou de près à l'activité principale. Il y a toujours une ouverture parce que c'est très important, parce que la loi dit, une société qui a réalisé son objet social devrait être dissoute. D'accord? C'est-à-dire la société qui a réalisé le programme pour lequel elle s'est constituée, elle devra être dissoute. Et quand il y a une dissolution de la société, qui va être gagnant ici, c'est l'administration fiscale. C'est-à-dire vous allez devoir payer un peu ce que vous avez pu gagner en plus-value. D'accord? Donc ici, il faut penser de façon réfléchie et pondérée et posée, d'accord, cet objet social. L'objet social doit être pensé sur le long terme et finir toujours sur une ouverture, c'est-à-dire et toutes les activités se rapprochant de loin ou de près à l'activité principale, de manière à éviter qu'on vous dise, voilà, vous avez réalisé l'objet social, donc vous devriez vous dissoudre. Et quand il y a dissolution d'une société, c'est l'administration fiscale qui va débarquer avec ses gros sabots, comme on dit très bien. Alors, donc ici, c'est l'objet social. L'objet social, il est très important. Donc, c'est le champ d'action, il détermine le champ d'action des activités de la société et aussi, il détermine les pouvoirs des dirigeants sociaux. Par exemple, dans les sociétés à risque illimité, les dirigeants sociaux ne peuvent agir que dans la limite de l'objet social tel qu'il est défini dans les statuts. D'accord? Ce n'est pas le cas dans les sociétés à risque illimité, dans lesquelles les dirigeants engagent la société, même s'ils agissent en dehors de l'objet social. Très bien. Alors, tout ça, c'est un peu le cours de l'année prochaine, Inch'Allah, en matière de droit des affaires. Vous allez développer un peu plus le droit des sociétés, je le souhaite pour vous. Alors, très bien. Donc, ici, c'est très important, cet objet social. Ce n'est pas comme n'importe quel objet, la voiture achetée ou le prix à payer. Non, non, non. C'est quelque chose qui doit être réfléchi et pensé de façon, d'accord, très pondérée, de façon un peu, qui a le retour sur investissement. Le retour sur investissement a lieu à travers quoi? Le partage des bénéfices. D'accord? Donc ici, d'accord, par essence et par définition, toutes les sociétés ont pour finalité quoi? De réaliser un profit et impérativement aussi, d'accord, de partager les bénéfices, d'accord, de partager les bénéfices, c'est-à-dire ça, d'accord, c'est important parce qu'on adhérant à une société, chacun parmi nous attend ce qu'on appelle un retour sur investissement. C'est l'argent qu'il a placé qui va lui donner chaque année, s'il y a des bénéfices, si la décision a été prise en assemblée générale ordinaire, de percevoir un dividende ou une quote-part dans les bénéfices d'une façon générale. Ça,
c'est l'accord de volonté. On est parti d'un contrat, mais il y a l'exception de quoi? Une société, c'est un contrat, mais il y a l'exception déjà actée, c'est la société à responsabilité limitée d'associé unique. Il y a le projet de loi qui projette, d'accord, si vous voulez, de créer ce qu'on appelle une société anonyme simplifiée d'associés uniques qu'on appelle communément la SASU, SASU tout simplement. Très bien. Maintenant, le deuxième élément, toujours en partant de la définition de l'article 982, le deuxième élément, c'est quoi? C'est la mise en commun d'apports. C'est quoi déjà l'apport? L'apport, c'est quoi? C'est l'opération par laquelle une personne affecte un bien ou un service à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux. C'est-à-dire, moi, je mets de l'argent, je mets un fonds de commerce, je mets un terrain, je mets une machine, des équipements, un brevet d'invention, peu importe, d'accord? C'est-à-dire, ce sont des apports et en contrepartie, la société va me donner des titres sociaux. C'est-à-dire, selon le type de société, ça va être soit des actions, soit des parts sociales. C'est ça la définition de l'apport. L'apport, c'est l'opération par laquelle une personne affecte un bien ou un service à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux. Très bien, ça c'est la définition. Cet apport, il est nécessaire, il est impérieux, il est impératif. C'est-à-dire ma qualité d'associé dépend de l'apport effectué. Si j'ai fait un apport, je vais avoir le statut d'associé. Si je n'en ai pas fait, on ne va pas m'inventer un apport, je ne serai pas associé. Très bien. Donc, ne peut être prétendre à la qualité d'associé que la personne qui a mis un bien ou un service à la disposition de la société. Très bien. Alors d'ailleurs, pour qu'une société soit valablement constituée, faut-il qu'il y ait des apports. C'est-à-dire, sans apport, une société ne saurait être constituée. Très bien. Donc ici, on dit que l'apport, il est obligatoire. D'accord? Il est obligatoire, cependant, la loi n'a établi aucune égalité. La loi n'a pas dit que vous devriez tous donner la même part, la même somme d'argent ou le même bien qui a la même valeur. D'accord? Rien. C'est-à-dire, il y en a qui vont donner ça à 99%, d'accord? Et l'autre va donner juste 1% et le partenariat sera acté. Il y en a qui va donner 2% des apports et l'autre 50% et l'autre 30% et l'autre 20 ou 22%. Donc, il n'y a aucune égalité nécessaire ni exigée par la loi, tout simplement. Donc, l'apport, il est nécessaire, d'accord? Il doit, voilà, d'accord, il est impératif, très bien. Maintenant, nous savons, d'accord, qu'il est impératif, qu'il est nécessaire, qu'on ne peut pas imaginer une société déjà sans apport. On ne peut pas avoir une personne prétendant à la qualité d'associé si elle n'a pas fait un apport pour le compte de la société. Très bien. Alors, en principe, et vous le savez certainement, il existe généralement 3 types d'associés. J'ai le choix, d'accord, la loi me met en situation de choix. 3 types d'apports sont possibles, pardon. L'apport peut être soit un apport en numéraire, soit un apport en nature, soit un apport en industrie, soit un apport en industrie. Très bien. Alors, c'est quoi l'apport en numéraire? L'apport en numéraire, c'est une somme d'argent. C'est une somme d'argent en monnaie fiduciaire ou en monnaie scripturale, c'est-à-dire un chèque, d'accord, qu'un associé s'engage de mettre à la disposition de la société. Alors, si on devait faire un petit tour de table, en pratique, c'est l'apport le plus fréquent car c'est celui qui pose le moins de problèmes. Donc ici, moi, je m'engage, d'accord, à donner X somme d'argent comme apport en numéraire. Alors, en pratique, et justement pour encourager la création de sociétés, le législateur distingue 2 opérations. Il y a ce qu'on appelle la souscription et il y a la libération. C'est quoi la souscription? La souscription, c'est l'engagement que je prends, c'est la promesse que j'ai faite, d'accord, par l'associé de mettre à la disposition de la société une somme d'argent déterminée. Ça, c'est la promesse, c'est la souscription. La souscription, c'est quoi, d'accord, la souscription? Et il y a aussi l'autre phase, c'est la libération. La libération, c'est quoi? La libération, c'est la somme, d'accord? C'est la somme données, c'est-à-dire le paiement effectif des sommes promises. C'est ça la libération. La libération, c'est quand je mets de l'argent à la disposition de la société. Quand je le dépose dans un compte bancaire au nom, d'accord, ouvert au nom de la société et que le banquier va me donner ce qu'on appelle un certificat de dépositaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la libération. Justement, pour faciliter la création d'entreprises, la loi a désormais depuis quelques
quelques années déjà. De mon temps, ça devait être souscrit et libéré le jour de la formation de la société. Maintenant, le législateur a aménagé un temps entre la souscription et la libération. La loi dit, par exemple, dans les sociétés à responsabilité limitée, vous pouvez faire la promesse ou souscrire l'intégralité des sommes, mettons 40 000 dirhams, vous promettez de donner 40 000 dirhams comme apport en numéraire, d'accord? Et la loi vous autorise et vous permet de n'en payer effectivement le jour de la formation de la société que le 1/4, donc c'est-à-dire à la banque, je vais devoir déposer 10 000 dirhams dans le fameux compte bancaire ouvert au nom de la société. Cet argent sera bloqué, d'accord, pour le compte de la société, et le banquier va me donner ce qu'on appelle un certificat de dépositaire, très bien, c'est-à-dire un justificatif comme quoi j'ai donné de l'argent, très bien. Ça, c'est un peu la libération. J'ai libéré 10 000 dirhams, 10 000 dirhams égale quoi? Le quart des 40 000 dirhams que j'ai souscrit, très bien. Et je m'engage à payer les 30 000 dirhams qui restent, ou les 3/4 un peu des sommes promises, je m'engage à les payer dans un délai maximum de 5 ans. Entendez bien le mot maximum, c'est-à-dire, mais à chaque fois que la société a besoin d'argent, les premiers à qui elle va exiger d'être payés, ce sont ses propres associés encore débiteurs de leurs apports. Donc ici, notez bien, s'il vous plaît, c'est un délai maximum, maximum, c'est-à-dire à chaque fois que la société a besoin d'argent, d'accord, les premiers à qui elle va demander à être payée, ce sont ses propres associés encore débiteurs de leurs apports. Très bien, ça, c'est pour la société à responsabilité limitée. Maintenant, pour les sociétés anonymes, d'accord, c'est toujours la même chose, souscription, la promesse, d'accord, et la libération, c'est le paiement effectif. Je promets, d'accord, je m'engage, je paie effectivement le quart, mais je m'engage de payer le reliquat, d'accord, dans un délai maximum, cette fois-ci non pas de 5 ans, mais de 3 années maximum, d'accord. Alors de 3 années maximum, très bien. Alors en soi, cet apport, si vous voulez, cette distinction entre la souscription et la libération ne doit pas être encouragée. Ne doit pas être encouragée. Pourquoi? Parce que lorsque on établit, par exemple, dans une société anonyme, s'il a été, par exemple, moi j'ai donné, je ne sais pas, 10 000 dirhams et je suis encore débiteur des 30 000 dirhams, d'accord? Ici, les actions, d'accord, que va me donner, les actions que va me donner la société anonyme seraient nominatives. Elles porteraient toujours mon nom. C'est-à-dire pour que je puisse les vendre, encore faut-il que j'informe la société. D'accord, que j'informe la société, elle serait nominative. Et la loi dit aussi, tant que le capital social n'a pas été intégralement libéré, la société ne peut pas procéder à aucune augmentation du capital social. C'est-à-dire, tant que tout le monde n'a pas payé ce qu'il devait à la société, aucune augmentation du capital social n'est envisageable. Ça, c'est acté, c'est marqué, c'est écrit sur les textes de loi. Donc ici, la loi, tant que le capital social n'a pas été intégralement libéré, d'accord, aucune augmentation du capital social n'est possible, Et ce genre de choses un peu nuit aux performances un petit peu de la société, parce que une société doit sa puissance financière à quoi? À quoi sait-on qu'une société est puissante ou moins puissante? À partir de son capital social. C'est-à-dire, plus le capital est important, plus la société inspire confiance, plus elle est crédible. Ici, justement, nous, les dirigeants, on a compris, d'accord, que la société en a besoin de la rendre encore plus crédible, donc on va augmenter le capital social. Mais si on décidait de l'augmenter, et tant qu'il y en a encore qui sont débiteurs, d'accord, on ne pourra pas le faire. D'accord, on ne pourra pas le faire. Très bien.
Alors, donc ici, c'est ce qu'on appelle, d'accord, maintenant, s'il n'y a pas eu de paiement, par exemple, c'est mon cas, je me suis engagée à payer la société dans un délai maximum de 3 années, j'ai été mis en demeure pour payer, je n'ai pas réagi, vont jouer contre moi des dommages et intérêts moratoires, c'est-à-dire chaque jour, je mets à tarder à payer, c'est de l'argent qui va me coûter, ce qu'on a, d'accord, les dommages et intérêts moratoires, ça compense une perte de temps, à ne pas confondre avec les dommages et intérêts compensatoires. D'accord? Les deux peuvent jouer. Si la société arrive à établir qu'elle a subi un préjudice, c'est-à-dire au-delà des dommages et intérêts moratoires, c'est parce que l'argent, d'accord, le temps il se déprécie, d'accord, d'accord. Alors ça, c'est les dommages et intérêts moratoires pour chaque jour de retard. Et en plus, si la société a subi un préjudice, rien ne l'empêcherait de m'attaquer, d'accord, sur la base du préjudice subi, parce que je suis fautive ici, et la société va exiger de moi le versement de dommages et intérêts pour compenser. Alors ici, ça va être des dommages et intérêts compensatoires qui supposent le recours au juge. Ici, ce sont des dommages-intérêts moratoires, d'accord, ce qui joue automatiquement, d'accord, c'est-à-dire il y a eu la mise en demeure, vous n'avez pas payé, automatiquement vont jouer contre vous ce qu'on appelle des dommages-intérêts moratoires. Chaque jour de retard, vous payez de l'argent, d'accord, très bien. Vous suivez, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien, j'espère. Hein. Alors maintenant, l'apport en numéraire, c'est de l'argent que je mets à la disposition de la société qui suppose souscription et libération. Cet apport en numéraire, on ne doit pas le confondre avec une notion un peu voisine, d'accord, ce qu'on appelle le compte courant d'associé. Si vous faites la comptabilité, c'est des choses que vous rencontrez certainement. Alors, c'est quoi le compte courant d'associé? Le compte courant d'associé, on dit c'est un mode de financement pour les entreprises, généralement les PME, d'accord? Ça lui évite de recourir à un emprunt auprès des banques. C'est-à-dire la société a eu besoin de faire une opération précise, d'acheter un bien ou d'investir dans un domaine précis ou dans une nouvelle acquisition. Elle n'a pas envie d'aller vers les banques, lesquelles banques déjà vont lui calculer des taux d'intérêt et les banques surtout vont exiger des garanties parce que pas de garantie, pas de crédit, croyez-moi, pas de garantie, pas de crédit, d'accord? Donc ici, ce sont les associés qui vont prêter de l'argent. Ce sont des associés qui vont prêter de l'argent à la société. Ça va constituer ce qu'on appelle un compte courant d'associés, c'est-à-dire qui va donner 20, qui va donner 30 000, qui va donner 50, qui va donner 100 000, et ça va constituer ce qu'on appelle un compte courant d'associés qui ne fait pas partie du capital social. Entendons-nous bien, d'accord? C'est juste de l'argent, un crédit qui fait par les associés à la société dont ils sont membres, très bien. Alors, quels sont les avantages un petit peu de ce compte courant d'associés? Alors, les avantages, c'est que mon argent, il est disponible. C'est-à-dire, quand j'avance l'argent à la société, à chaque fois que j'en ai besoin, je peux le demander. D'accord? Je peux le demander à tout moment, en principe. Mais un petit peu au moment de faire l'opération, la société a le droit d'émettre des petits délais. D'accord? C'est-à-dire, dans les 6 mois, l'année, où elle peut dire que si, en cas de besoin, vous laissez la priorité à X créancier. D'accord? Donc, ça, c'est un peu ce qui peut être acté dans le contrat qui va donner naissance à ce compte courant d'associés, d'accord? Donc l'argent il est disponible en principe et c'est un emprunt qui est rémunéré, c'est-à-dire c'est comme un placement, c'est-à-dire je lui avance de l'argent et la société va me donner des intérêts. D'accord? Même si la société n'a pas réalisé de bénéfices, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas le capital social, c'est pas, j'en attends pas une part des bénéfices, non, j'attends un retour sur l'argent, des intérêts sur l'argent que j'ai mis à la disposition de la société. D'accord? Donc ici, ceci va me donner droit à une rémunération, c'est-à-dire un intérêt qu'on a calculé, qu'on a fixé, sur lequel on s'est convenu avec la société. Très bien. Il y a aussi, d'accord, le compte courant d'associés, il est connu aussi par sa simplicité. C'est un moyen de financement, d'accord, une source de financement simple, d'accord, qui évite le recours aux banques. Ça évite un petit peu les signatures, les tracasseries. Et puis, très bien, il n'y a pas, d'accord, ça, c'est le compte courant d'associés. Et l'intérêt du compte courant d'associés, c'est que même si je quitte la société,
je peux laisser courir le compte courant d'associé et je percevrai, d'accord, les intérêts. Par exemple, si le compte courant était établi sur X années et que moi j'ai dû partir avant le terme des X années, bah, je pars, je vends mes parts, je reprends l'argent que j'ai investi, je vends mes parts sociales, d'accord, mais le compte courant d'associé, je peux le laisser courir, d'accord, il n'y a aucune incompatibilité, très bien. Alors, ça, c'est le compte courant d'associé. On fait très attention, ça n'a rien à voir avec l'apport en numéraire, très bien. Alors ça, c'est l'apport en numéraire. L'autre variété d'apport, c'est ce qu'on appelle l'apport en nature. Alors c'est quoi l'apport en nature? La loi dit, ce sont tous les biens, d'accord, qui sont dans le commerce, sauf l'argent. Parce que l'argent, c'est un apport en numéraire. Très bien. Donc, ça peut être, d'accord, ça peut être des biens meubles, ça peut être des biens immeubles, ça peut être des droits corporels, ça peut être des droits incorporels, d'accord? C'est-à-dire, c'est des choses variées et multiples. Tout ce qui est dans le commerce, d'accord, sauf l'argent, d'accord? Alors donc, ça peut être un bien immeuble, par exemple, je mets à la disposition de la société un terrain, je peux mettre à la disposition de la société un local, ça peut être un bien meuble, ça peut être par exemple un fonds de commerce, ça peut être par exemple un brevet d'invention, ça peut être une licence d'exploitation, ça peut être une marque de fabrique, ça peut être, je ne sais pas, des biens d'équipement, ça peut être des stocks de marchandises ou de matières premières, d'accord? Tout ceci, d'accord, constitue un petit peu des variétés ou de choix possibles à fournir comme apport en nature, très bien. Donc ici, je dis bien, il y a immeubles, il y a des meubles, meublants, par exemple des équipements, il y a un fonds de commerce, il y a une clientèle, par exemple, il y a un brevet d'invention, il y a des marques de fabrique. Donc ici, déjà, d'accord, à travers ces exemples, les propositions d'offres, d'accord, sont un petit peu, commencent à porter sur des choses un peu dont on ne connaît pas le prix, dont il est difficile, d'accord, à moi, à voir, à un profane de cerner comme il se doit le prix. Par exemple, est-ce qu'il va être aisé par des personnes lambda, d'accord, de dire à quoi correspond la vraie valeur d'un brevet d'invention? Non, ça suppose l'intervention de professionnels, de mathématiciens, de chimistes, de physiciens, d'accord, qui ont le calcul, qui ont le savoir, bien sûr avec les experts comptables, avec tout ce qu'il fait les juristes, etc., pour pouvoir donner la vraie valeur ou le vrai prix de ce brevet d'invention. La même chose pour un fonds de commerce. C'est pas quelque chose qui a un prix de marché, c'est pas comme un terrain. Par exemple, un terrain, il y a toujours, je ne sais pas, selon les zones dans lesquelles s'inscrit le terrain, il y a un prix référentiel, d'accord? C'est pas comme, par exemple, je ne sais pas, des biens d'équipement, les petites choses qui sont dans le commerce, dont on peut quantifier plus ou moins avec certitude la valeur. Très bien. Donc ici, l'apport en nature, d'accord, parce qu'il peut porter sur des choses très subtiles, penser à un brevet d'invention, penser à une marque de fabrique. Quel prix est-ce qu'on va pouvoir faire correspondre à une marque de fabrique? La même chose pour un brevet d'invention. Donc c'est pour cela, d'accord, certains biens, d'accord, n'ont pas une valeur marchande connue, d'accord, ou facile ou aisée à trouver. Très bien. Donc ça risque de poser un problème d'évaluation. D'accord, un problème d'évaluation. Quand il y a un apport en nature, il y a toujours un petit problème d'évaluation. Ici, je dis aussi, l'apport peut être fait en propriété, c'est-à-dire quand je donne le terrain, je peux céder la propriété que j'ai sur le terrain et la société, c'est elle-même qui devient propriétaire sur le terrain et on va devoir procéder à une inscription sur le titre foncier. D'accord, ça c'est l'apport en propriété, mais l'apport aussi peut être fait en usufruit. Ici, d'accord, c'est l'usufruit droit réel. Ça porte sur une chose, en latin c'est chose, l'usufruit, mais sauf que ici, la société n'aura pas le droit on ne serait pas propriétaire, elle aura juste le droit de l'utiliser et d'en retirer les fruits, usus plus fructus, c'est-à-dire elle n'a pas le droit de le vendre. Ça, c'est ici, c'est précisé, d'accord, en usufruit, le bien X, d'accord, ici la durée elle est limitée par la loi, d'accord, alors que le droit de propriété, il est pour toujours. Mais l'usufruit, il est limité dans le temps, si je m'abuse, c'est 30 ans. D'accord, c'est 30 ans, très bien. Alors,
L'apport en nature, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il porte sur des éléments un peu subtils, va poser un problème d'évaluation. Pourquoi un problème d'évaluation? Parce que mes droits dans la société vont dépendre de la valeur du bien que j'ai apporté. C'est-à-dire, d'accord, si j'ai donné 100 en argent, mettons, d'accord, pour une action de 10, je sais que je vais avoir 10 actions de 10, d'accord? Parce que ici, c'est facile. J'ai donné 100 000 ou 100 dirhams, peu importe, d'accord, 100 pour une action de 10 dirhams, d'accord, je vais avoir 100 000 actions ou 100 000 actions, peu importe, très bien. Donc, c'est-à-dire, mes droits au sein de la société, d'accord, sont calculés sur la base de mon apport. Plus mon apport est important, plus mes droits au sein de la société seraient importants, d'accord. Ici, d'accord, c'est une péréquation entre les deux, d'accord, c'est un parallélisme, d'accord. Il a donné 100, il va avoir la même chose, l'équivalent en part sociale ou en action. D'accord? Et celui qui aura donné 200 aura le double de part sociale ou d'action que celui qui a donné 100, et ainsi de suite, tout simplement. Donc, ça va poser un problème quand on ne sait pas bien évaluer, d'accord? Ça va léser quelque part les parties très bien. Alors, par exemple, c'est un fonds de commerce, par exemple, on va raisonner sur un fonds de commerce. Un fonds de commerce, on peut se tromper quant à sa valeur. On peut se tromper quant à sa valeur de toutes les manières. On peut se tromper de deux manières. Soit on va surestimer la valeur de ce fonds de commerce, on va lui faire correspondre plus qu'il ne vaut réellement, d'accord? C'est-à-dire, il vaut 80 000, on va lui faire correspondre 100 000, donc il a été surévalué. Comme on peut se tromper en le sous-estimant, en le sous-évaluant, c'est-à-dire, il vaut 80 000, on lui a fait correspondre 60 000, d'accord? Donc ici, il a été sous-évalué, très bien. Ça, c'est un petit peu les deux travers, d'accord, d'une mauvaise évaluation. Soit on va surestimer et surévaluer, hein, soit on va sous-évaluer, d'accord, sous-estimer, et ça va être un peu nuisible dans tous les cas, très bien. Maintenant, quand c'est moi qui ai fait l'apport, j'ai fait, mettons, l'apport du fonds de commerce, c'est moi qui l'ai apporté, et un peu, les associés, ils ont décidé de procéder à une auto-évaluation, on a été évalué directement, d'accord? On l'a fait évaluer à 60 000, mettons, alors que réellement, effectivement, il valait 80 000. Alors, quand il y a cette erreur sous-estimation, sous-évaluation, qui serait lésé? D'accord? Bon, ici, c'est mon cas. J'ai fourni un fonds de commerce qui a été évalué à 60 000. S'il avait été évalué par un professionnel, il aurait été évalué à 80 000. D'accord? Qui va être lésé ici? C'est moi l'apporteur. Parce qu'au lieu d'avoir, je ne sais pas, 60 000. Alors, au lieu d'avoir, je ne sais pas, 600 actions à 100, 800 actions à 100, je ne vais avoir que 600 actions à 100. Alors, les maths, c'est votre force, c'est pas le mien, d'accord? Alors, donc ici, vous êtes avec moi? Oui, madame. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas un examen. Vous arrivez à suivre? Vous avez le son, ça va? Vous suivez, s'il vous plaît? Oui, madame. Eh bien, hein, vous n'êtes même pas nombreux aujourd'hui. Hein. Non, 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 les examens, c'est pour bientôt, il ne faut pas croire. Hein. Les choses passent à une cadence, quelque chose de fabuleux. Donc, non, il faut se réveiller. Ramadan ou pas, non, on est là pour travailler. Et donc, je disais, s'il vous plaît, quand il y a une sous-évaluation, qui sera lésé, c'est l'apporteur. L'apporteur, c'est moi, par exemple. Si mon fonds de commerce a été bien évalué, ça lui aurait fait correspondre la valeur de combien? De 80 000 dirhams, mettons. D'accord? Pour des actions à 100 dirhams, j'aurais pu avoir, quoi? Combien? 800. C'est ça, 800 actions à 100, alors que parce qu'il a été sous-évalué, je ne vais avoir que combien? Je ne vais avoir que 600 actions à 100. Donc ici, je suis lésé, très bien. Maintenant, il se peut qu'il y ait non pas une surévaluation, mais une sous-évaluation. Une sous-évaluation. Pas une sous-évaluation, plutôt une surévaluation. Alors, par exemple, l'autre cas, c'est X qui a apporté un fonds de commerce. D'accord, valeur réelle, d'accord, ça devait être 80 000. Il a été surévalué. On lui a fait correspondre 100 000. Qui va être lésé ici?
Ça va nuire aux intérêts de qui? Une surévaluation, surévaluation. C'est la société qui va être lésée. Non, pas la société. C'est les créanciers de la société. Parce que le capital social sera gonflé artificiellement. Comprenez? Parce que de quoi est composé le capital social? Vous avez le diaporama devant vous. Oui, les apports des associés. Voilà. Alors, donc ça va nuire déjà à l'équilibre entre les associés, hein, parce que les autres seraient lésés, parce que quelqu'un aurait plus qu'il n'aurait pu espérer. Et bien sûr, le capital social sera gonflé artificiellement dans la mesure où il ne correspond pas à la vraie valeur des éléments qui le composent, chose qui va donner une solvabilité apparente. Une solvabilité apparente. Et pourquoi le capital social, à quoi sert-il? Pourquoi est-il toujours inscrit au passif du bilan? Le capital social. Pour la confiance. Pourquoi est-il? Hein? Pour la confiance. Non, pas pour la confiance, non. Parce que c'est un moyen de financement sur le long terme. C'est la garantie des créanciers sociaux. Moi, quand je traite avec une société, le premier réflexe, c'était, je vais voir c'est quoi son capital social. Capital social, s'il est gonflé artificiellement, je sais que le jour J, si je n'ai pas été payé et qu'il va falloir réaliser le capital social, d'accord, l'argent obtenu ne va pas correspondre à la valeur des éléments. C'est-à-dire ici, certains éléments auraient été gonflés, leur prix aurait été gonflé ou surévalué. D'accord, c'est pour cela que le législateur, d'accord, a dit, lorsqu'il y a un apport en nature, d'accord, le recours à un commissaire aux apports est toujours nécessaire et toujours impératif dans les sociétés anonymes. D'accord. Chaque fois qu'on s'inscrit dans une société anonyme et qu'il est question d'un apport en nature, ça peut être un bien meuble, ça peut être un bien immeuble, ça peut être un brevet d'invention, ça peut être un droit corporel, une clientèle, une marque de fabrique, chaque fois qu'il est question d'apport en nature, la loi exige impérativement le recours à un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports qui est dans son état un expert comptable figurant sur le tableau officiel des experts comptables, dont la mission, avec le savoir qu'il a, le savoir juridique, le savoir économique et financier, en se faisant assister par tout expert de son choix, va pouvoir donner la juste valeur ou le vrai prix de l'apport en nature en question. Bien sûr, une fois qu'il a fait son rapport, d'accord, son évaluation, il va établir un rapport et dire un peu comment il a fait et le signer. Très bien. Alors ça, parce qu'il engage sa responsabilité. Il ne faut pas qu'il y ait de surévaluation, laquelle surévaluation risquerait d'engager sa responsabilité un jour J. D'accord? Alors c'est pour cela que, d'accord, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on retient ici? À chaque fois qu'il y a un apport en nature, parce qu'on risque de tomber devant un problème d'évaluation qui peut, selon les cas, soit être une surévaluation, c'est-à-dire on va surestimer le bien, on va donc, d'accord, et nous savons que quoi? Le capital social égale quoi? La somme des apports en nature et des apports en numéraire. D'accord? Si les éléments de l'apport en nature ont été artificiellement gonflés, le capital social ne va pas refléter la vraie valeur des éléments qui le composent. Très bien. Et il ne doit pas non plus être sous-évalué. Sous-évalué, c'est-à-dire on l'a sous-estimé, d'accord? On ne lui a pas donné la vraie valeur qu'il a justement quand il y a sous-évaluation, d'accord? C'est l'apporteur qui sera lésé. Très bien. Pour éviter ce genre de travers, d'accord, ce genre de problème, le législateur exige ce qu'on appelle le recours à un commissaire aux apports qui est de son état un expert comptable qui va un peu avec le savoir juridique qu'il a, économique, fiscal et financier, va savoir un peu quantifier la vraie valeur de cet apport en nature. Bien sûr, si le besoin se fait sentir, il pourra se faire assister de mathématiciens, physiciens, etc., etc. Vous convenez avec moi, un brevet d'invention, ce sont des gens de ce genre qui les ont établis. Très bien. Ça, d'un côté. Et d'un autre côté, la loi dit, l'apport ne doit pas être fictif. Fictif, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur. C'est-à-dire un apport fictif, par exemple,
un brevet d'invention, vous savez qu'un brevet d'invention, il a une durée de vie limitée dans le temps. Un brevet d'invention n'est pas éternel, d'accord? Ou une créance sur un débiteur insolvable, d'accord? Donc ici, c'est un apport qui est fictif parce qu'il ne présente aucune valeur, d'accord? C'est pour cela que le brevet d'invention, il va falloir être expertisé, on va savoir quelle est sa durée, etc., etc. Très bien. Alors, donc, qu'est-ce que je dois retenir? Dans l'apport en nature, ce sont tous les biens qui sont dans le commerce, sauf l'argent. Ça peut être des biens meubles, des biens immeubles, des droits corporels, des droits incorporels, genre un brevet d'invention, genre une marque de fabrique, genre une clientèle. Ce sont autant de choses dont la valeur est très subtile à établir. Un fonds de commerce qui est aussi un bien meuble incorporel, d'accord? Donc, on risque de se tromper, soit en le surévaluant, on va le gonfler artificiellement, chose qui va se répercuter sur le capital social, au désavantage des créanciers de la société, soit une sous-évaluation, c'est-à-dire on va le sous-estimer et ça va nuire aux intérêts de l'apporteur, très bien. Et aussi autre chose, la loi dit, l'apport en nature ne doit pas être fictif, c'est-à-dire dépourvu de toute valeur. Exemple, un brevet d'invention périmé ou sur le point d'être périmé. Alors, la troisième variété d'apport, c'est l'apport en industrie. L'apport en industrie, c'est quoi? C'est le savoir-faire, c'est la force de travail et l'expérience qu'un associé s'engage de mettre à la disposition de la société. Ça, c'est un peu la définition d'une façon. C'est-à-dire, c'est ma force de travail, c'est mon savoir-faire, c'est la possibilité de mes entrées que j'ai au sein des entreprises, c'est un peu les carnets d'adresses que j'ai, les facilités à pouvoir effectuer les démarches administratives. Ce sont autant d'avantages, d'accord, que je peux mettre à la disposition de la société. Ça peut être aussi ma force de travail, ça peut être mon expérience, mon savoir-faire que je m'engage de mettre à la disposition de la société. Donc ici, l'apport en industrie, c'est un apport qui est futur. C'est-à-dire, je m'engage à travailler, je m'engage à mettre mon savoir-faire, je m'engage à effectuer toutes les démarches administratives ou autres. D'accord? Donc ici, je m'engage, donc là, c'est un apport qui est futur et il est successif. Contrat de travail, il est successif, c'est-à-dire chaque fois, d'accord, chaque jour, je dois faire mon travail, chaque fois qu'il y ait besoin, je dois faire les démarches, etc., etc. Alors donc ici, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le long terme, d'accord? Répété et futur. Et entre dire et faire, il y a des fois un monde. D'accord? Par exemple, ici, la loi dit, bien sûr, la loi dit, monsieur l'apporteur en industrie, si vous avez fait cette promesse, vous devez faire tenir la promesse, mais la loi dit, ne volez pas, il y a bien des voleurs, vous comprenez? D'accord? La loi dit plein de choses, il y en a plein qui passent outre les injonctions de la loi. D'accord? Donc ici, la loi dit, monsieur l'apporteur en industrie, si vous vous engagez à mettre à la disposition de la société votre savoir-faire ou votre force de travail ou votre expérience ou expertise, vous devriez tenir votre promesse. Vous devriez tenir votre promesse et vous devez aussi, vous devez vous interdire de proposer le même savoir-faire, la même expérience à une société concurrente. Vous ne devez pas non plus vous établir pour votre compte dans une activité concurrente. Ça, c'est un petit peu les obligations de ne pas faire. Vous ne devez pas proposer le même savoir-faire à une entreprise concurrente. Vous ne devez pas proposer la même force de travail à une société concurrente. Vous ne devez pas vous établir à votre compte dans une activité concurrente à la société pour lui préserver sa clientèle, très bien, sinon ça risquerait d'être une concurrence déloyale, très bien. Alors, donc c'est un apport qui est aléatoire, on ne sait pas si l'associé va réellement, d'accord, tenir sa promesse. Entre dire et faire, il y a un monde, d'accord, il y a un monde, et même s'il le faisait avec toute la bonne volonté du monde, d'accord, personne ne peut garantir ni son état de santé, ni sa durée de vie. Or, une société, elle s'inscrit, et je l'ai dit, elle s'inscrit dans le long terme, le très long terme, 99 ans renouvelables. C'est pour cela que la loi dit. Qu'est-ce qu'elle a dit, la loi? La loi dit, dans les sociétés anonymes, l'apport en industrie est interdit. Dans l'industrie, il est interdit. Et dans les sociétés à responsabilité limitée, la loi dit, cet apport, il est possible, mais il est conditionné. D'accord? Donc, l'affaire est réglée pour les SA, pas moyen de faire un apport en industrie. C'est bon. On tourne la page. Qu'en est-il de la société à responsabilité limitée? La loi, elle est plus nuancée. Elle dit quoi? Elle dit, l'apport
en industrie, dans une SARL, est possible, mais il est conditionné. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette condition? Alors, ces conditions, c'est la loi qui les dit. Encore faut-il que l'apporteur, c'est-à-dire celui qui va s'engager à donner l'apport en industrie, l'apporteur ait donné comme apport en nature un fonds de commerce ou un fonds artisanal, et que pour exploiter ce fonds de commerce ou ce fonds artisanal, on a besoin du savoir-faire, on a besoin de l'expérience de l'apporteur. Oh, d'accord. C'est à ce moment-là, accessoirement, d'accord, on va admettre son apport en industrie. Très bien. Donc ici, est-il possible dans les sociétés? Oui, ça dépend. Il est interdit dans les sociétés anonymes. C'est facile. On tourne la page. Maintenant, deuxième question. Qu'en est-il des sociétés à responsabilité limitée? La réponse, d'accord, il est possible. La loi dit, il est possible, mais conditionné. Conditionné, vous allez me dire, c'est quoi ces conditions? C'est la loi elle-même qui répond. L'apport en industrie sera possible si l'apporteur a fourni quoi? Un fonds de commerce ou un fonds artisanal, et qu'on a besoin de ce même fonds de commerce ou de ce même, qu'on a besoin de son savoir-faire pour exploiter, pour mettre en valeur ce même fonds de commerce. C'est-à-dire, sans le savoir-faire de l'apporteur, le fonds de commerce ne pourrait pas être exploité. Sans le savoir-faire de l'apporteur, le fonds artisanal ne serait pas accepté. Donc ici, d'accord, on va admettre l'apport en nature, hein, et accessoirement, on va aussi admettre l'apport en industrie. Très bien. Mais la loi est claire, elle dit quoi? Même si l'apport en industrie était possible, l'apport en industrie ne fait jamais partie de quoi? L'apport en industrie ne fait jamais partie. La réponse de quoi? Il ne fait jamais partie de quoi, s'il vous plaît? Dites-moi. Du capital social. Du capital social. Parfait. Ne fait jamais partie du capital social. L'apport en industrie ne fait jamais partie du capital social, même en admettant, s'il a été admis exceptionnellement et conditionnellement, il ne fera jamais partie du capital social, et l'apporteur aura des parts de bénéfices, mais il n'aura pas de part sociale, de part de bénéfices pour l'apport en industrie. Mais il aura des parts sociales, par exemple, pour l'apport en nature, le fonds de commerce ou le fonds artisanal, et des parts de bénéfices, d'accord, c'est-à-dire pour le service rendu, on va le rémunérer comment? Ça va pas être un salaire, d'accord, il peut le faire, remarquez, d'accord, ça va être des parts de bénéfices, c'est-à-dire une quote-part supplémentaire dans les bénéfices pour un peu le savoir-faire ou la force de travail qu'il met à la disposition de la société. C'est bon, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Alors, je crois que on arrête là, c'est ça? Bon. Vous avez un cours après? Non, c'est notre dernier cours. Vous êtes prêt à tenir encore de 15-10 minutes, c'est bon? 15 minutes, d'accord. Ok. Oui, madame. Alors, donc, dès que je me fatigue, je m'arrête. Alors, donc ici, donc on a fait nos apports, on va se poser pourquoi est-ce qu'on le capital social. Alors, la loi dit, le capital social égale quoi? Le capital social, c'est une égalité à deux, d'accord? C'est la somme des apports en nature et des apports en numéraire, point final, d'accord? Alors, l'apport en industrie ne fait jamais partie du capital social. Alors, donc ici, le capital social, d'accord? C'est la somme des apports en numéraire et des apports en nature. Le capital social est divisé selon le type de société en parts sociales ou en actions. Dans les sociétés par action, vous allez avoir des actions. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en non collective, les sociétés en commandite simple, les sociétés civiles par exemple, vous allez avoir des parts sociales. Très bien. Alors, le capital social présente un double intérêt. Alors, du point de vue comptable, ça, c'est votre domaine, d'accord? Le point de vue comptable, et vous le savez, je ne vous apprends rien. Le capital social figure comment? Il figure au passif de la société, du bilan, pardon. Il passif du bilan, car la société, elle le doit à qui? Elle le doit à ses créanciers. Et qu'y a-t-il parmi les créanciers de la société?
il y a quoi? Il y a les associés qui sont créanciers de leurs apports, c'est-à-dire, moi, quand j'ai donné mon fonds de commerce de 80 000 dirhams, par exemple, et j'ai eu, je ne sais pas, c'est 800 actions à 100, d'accord? C'est un droit de créance, c'est-à-dire mes actions, les actions que j'ai, d'accord, se constitue un droit de créance que j'ai sur la société. Ce droit de créance que j'ai sur la société me donne des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux parce que je suis associé actionnaire. D'accord, je vais avoir les droits patrimoniaux, quoi. Je vais avoir une quote-part dans les bénéfices réalisés par la société. Patrimoniaux, c'est de l'argent. D'accord, donc je vais pouvoir toucher une quote-part dans les bénéfices réalisés par la société. Très bien, parce que je suis actionnaire. Parce que je suis actionnaire, l'autre droit patrimonial, quand la société décide d'augmenter le capital social, si par exemple je fais partie de la société, si la société a décidé d'augmenter son capital social, je dispose d'un droit préférentiel de souscription, c'est-à-dire moi, associé sur place, d'accord, j'ai le droit de souscrire à cette augmentation du capital social. Je vais être préféré à des tiers, je vais être préféré à des étrangers. Donc, il faut aussi que je mette l'argent nécessaire. Très bien. Alors, et aussi, quand on a liquidé la société et qu'on a payé toutes les créances ou les dettes de la société, tous les créanciers ont été honorés et qu'on a fait réaliser l'actif et et payer le passif, ce qui reste, d'accord, ce qui reste, on l'appelle, vous connaissez l'expression? L'actif passif, le reliquat, on l'appelle le boni de liquidation. Certainement que vous connaissez. Oui, non? Non, pas du tout. Alors, le boni de liquidation, c'est un avantage, d'accord? C'est un avantage et ce boni de liquidation sera partagé entre les associés, chacun au prorata de son apport. Très bien. Et aussi, d'accord? Ça, c'est le point de vue comptable, d'accord? D'accord? Ici, le capital social figure au passif. Mais comment on fait? Tout ça, par exemple, l'argent, on le met où? L'argent, l'apport, on le met à l'actif ou au passif? Je pense le passif. L'argent, on le met à l'actif. C'est ce qui va Ah oui. permettre à la société de fonctionner au début, vous comprenez? C'est virtuellement, vous comprenez? C'est juste des écritures comptables, d'accord? C'est-à-dire l'argent lui-même, il est à l'actif de la société. Parce qu'au moment où elle écrit, elle n'a rien. Même pour payer les frais d'installation, les frais de je ne sais pas, indemniser les frais de formation, elle va utiliser l'argent du capital social. D'accord? C'est pour cela que pendant un court instant de raison, une société aura un actif égal à un passif. C'est le cours de comptabilité, je vous assure. Hein. D'accord, je ne suis pas douée avec les chiffres. C'est dommage, monsieur, vous êtes économiste. Hein. D'accord? Alors, et donc, s'il vous plaît, je disais, c'est-à-dire l'actif, d'accord? Et il y a le bilan, il y a toujours un actif et un passif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du capital social? C'est-à-dire la valeur du capital social sera inscrite au passif, mais l'argent et les éléments eux-mêmes seraient à l'actif du bilan. Et c'est pour cela que je dis, pendant un instant de raison, la société aura quoi? Aura un actif égal un passif, d'accord? C'est-à-dire la valeur et les biens eux-mêmes. Dès qu'elle va commencer à dépenser de l'argent, à rembourser les frais de formation, les frais de constitution, les frais de commissaire aux apports, les frais, etc., elle aura, d'accord, moins d'actifs qu'elle n'a de passifs. Le passif va se creuser, d'accord. Elle aura plus de dettes, si vous voulez, d'accord. Alors, ça, c'est un peu du point de vue comptable. Maintenant, du point de vue juridique, d'accord, le capital social est considéré comme étant le gage ou la garantie, comme vous voulez, c'est la même chose, le gage exclusif des créanciers sociaux. Alors, c'est-à-dire, pourquoi la loi a dit le capital social doit figurer au passif? Parce que moi, banquier, moi, fournisseur, moi, client, moi, partenaire, quand je traite avec la société, je traite avec elle sur la base et sur le fondement de quoi? Sur la base et le fondement de son capital social, Le gage exclusif, garantie, gardée exclusivement
pour mon compte par la loi. C'est la loi qui a dit, moi la loi, je veille sur les intérêts des tiers qui ont traité avec la société. Je dis que le capital social doit figurer au passif du bilan et que ce capital social doit rester intangible, c'est-à-dire on ne doit pas le toucher de façon comme ça incongrue, sans condition, sans mesure nécessaire. Très bien. Donc ici, il doit rester intangible, c'est-à-dire on ne doit pas le modifier de façon inconsidérée, sans respecter les conditions et les normes établies par la loi. Très bien, bah, je crois que je vais arrêter. Moi aussi, je commence à me fatiguer. Donc, on se retrouve mardi, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Moi, personnellement, non. Sinon, vous suivez, s'il vous plaît. Répondez par chat ou par oralement, s'il vous plaît. Oui, madame. J'espère que vous n'avez pas de problème. Le cours, il est très, très clair. J'essaie de faire de mon mieux. Maintenant, la balle est dans votre camp, si vous voulez. Il faut travailler, s'il vous plaît. Travailler. Essayez de vous surpasser. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Merci, au revoir, au revoir.